Et voilà, c'est parti. Bonjour à toutes. Ça y est, je suis en live. Donc, comme d'habitude, je vais attendre un petit peu qu'il y ait des personnes qui arrivent pour que, voilà, pour pouvoir attaquer ce live. Donc, dont le sujet est tout savoir sur l'alimentation santé. Donc, comme d'habitude, je vous demanderai de bien me dire, en fait, dans les commentaires, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, de manière à ce que je puisse attaquer. Alors, aujourd'hui, je peux voir normalement les commentaires. Alors, je vais ouvrir. Bonjour Laurence, j'espère que tu vas bien. Du coup, Laurence, vu que je te vois dans les messages, est-ce que tu peux m'écrire si tu m'entends bien et si tu me vois bien, s'il te plaît? Comme ça, je vais pouvoir attaquer. Parce que moi, là, en direct, je ne vois pas les personnes qui sont présentes. Je ne vois pas le nombre de personnes, en fait. Donc, du coup, je ne peux pas vraiment savoir si des personnes sont arrivées pour pouvoir commencer. Alors, ça y est, je vois des nouveaux commentaires. Bonjour Nathalie, ravie que tu sois ici. Merci Laurence, donc son OK, visio OK, superbe. Salut Chantal, ravie que tu sois là. Bon, c'est bien, on est déjà donc 4 en tout avec moi. Donc, je vais pouvoir commencer ce live sur tout savoir sur l'alimentation santé. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, pour celles qui n'ont pas vu les précédents lives, pour que vous puissiez un petit peu plus me connaître et savoir pourquoi aujourd'hui je suis amenée à vous parler de l'alimentation santé. Donc, voilà, je m'appelle Marie, j'ai 45 ans, pas tout à fait encore, parce que ça sera que le mois prochain. Je suis maman de 3 beaux garçons, un de 19 ans et demi, l'autre de 17 ans et demi, qui vient d'avoir son permis de conduire il y a quelques jours, et le petit dernier qui a un peu plus de 2 ans. Donc, j'ai pas toujours été naturopathe, j'ai pas toujours été dans la santé naturelle, loin de là. Je suis issue du milieu médical conventionnel, et c'est important que je vous explique ça, puisque ça me permet de vous expliquer comment j'en suis venue aujourd'hui à m'intéresser à l'alimentation santé, puisque ce n'était pas du tout ma vision quand j'avais une vingtaine d'années. Donc, moi, j'ai fait des études de manipulatrice en électroradiologie médicale. Et pendant des années, ma vision de la santé, ça a été celle où on tombe malade, c'est la faute à pas de chance. Et on va voir son médecin, il nous prescrit un traitement, on prend le traitement et on guérit. Voilà, ça c'était ma vision classique. Et je me suis rendu compte que, en vérité, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans le corps. Ma vision elle a commencé à changer donc à l'approche de mes 25 ans quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu mon premier enfant. Donc pendant ma grossesse, j'ai décidé de me renseigner à ce qui serait le mieux pour lui, pour le nourrir en fait dès sa naissance. Et donc je me suis rendu compte que l'allaitement maternel était quelque chose qui permettait d'apporter ce qu'il y avait de mieux en termes d'alimentation au bébé, pour tout un tas de choses, donc notamment le fait que la protéine de lait maternel était celle qui était la mieux adaptée au bébé d'homme, qu'il y avait des anticorps qui allaient le protéger, qu'il aurait un meilleur système immunitaire, etc. Enfin bref, autant de choses qui m'ont vraiment convaincue de pouvoir donner le sein à mon bébé. Donc il est né, je l'ai allaité, et ensuite est venu l'âge de la diversification alimentaire, donc vers ses 6 mois. Et là, c'est pareil, je me suis dit, ah, maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner de mieux à manger pour qu'il ait une bonne santé, etc. Et là, c'est là vraiment que j'ai commencé vraiment à me poser des questions sur l'alimentation, puisque en me renseignant, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, depuis toujours, je mangeais de l'alimentation dite conventionnelle, c'est-à-dire des légumes, des fruits, mais arrosés de pesticides, qui ont grandi avec des engrais chimiques, etc. Et que je m'étais jamais vraiment posé la question de la qualité des aliments que je mangeais. Bien que mes parents, quand j'étais petite, et mon grand-père faisaient un potager dans le jardin et tout, mais je m'étais jamais posé cette question, qu'est-ce qu'on met sur les légumes pour les faire pousser, etc. etc. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, il existait de l'alimentation dite biologique qui est poussée en fait sans engrais ni pesticides de synthèse, et que du coup, les légumes et les fruits comme ça étaient de meilleure qualité, qu'il n'y avait pas de résidus de produits toxiques, qu'ils étaient aussi beaucoup plus riches en vitamines et en sels minéraux. Je me suis dit, voilà, c'est ce qu'il faut pour mon bébé, pour qu'il ait une bonne santé.
Donc, naturellement, je suis allée à la Biocoop du coin où j'habitais et c'est là que j'ai commencé à acheter ces premiers petits légumes, puis ensuite ces premiers petits fruits et que je lui ai donc concocté des petits pots, etc. Et au bout d'un moment, à force d'acheter tous ces fruits et légumes pour lui, je me suis dit, mais pourquoi nous, on ne mange pas comme ça aussi finalement, si c'est mieux? Et donc, du coup, c'est là que on s'est mis, toute la famille, à manger bio finalement. Et donc, c'était d'abord les fruits et légumes, et après, ça a été tous les autres produits, donc la viande, les céréales, enfin voilà. Et finalement, on s'est mis à manger exclusivement bio pour avoir une meilleure santé. Donc là, j'ai commencé vraiment à avoir cette vision finalement que l'alimentation pouvait vraiment avoir un impact sur la santé et que suivant ce que l'on mangeait, on pouvait être en meilleure santé ou en moins bonne santé. Donc ça, c'est vraiment le point important, on va dire, de ma vie qui peut aider à comprendre un peu le live d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous raconter l'histoire avec mon deuxième fils, etc., parce que ça ne va pas avoir vraiment une importance finalement aujourd'hui pour ce live sur l'alimentation. Juste à savoir que les années ont passé et que malheureusement, j'ai fait face un jour à un cancer, puis ensuite une récidive de cancer, puis encore une seconde récidive de cancer. À un moment donné, parfois, il faut que la vie elle nous envoie des gros challenges pour enfin avoir des vraies prises de conscience. Bien heureux, j'ai eu une prise de conscience à ma seconde récidive et là donc j'ai changé tout au tout finalement ma manière de m'alimenter parce que bien que je consommais des produits biologiques, je consommais des produits inflammatoires. Et c'est de ça aussi que je vais vous parler aujourd'hui, c'est que l'alimentation, c'est quelque chose qui doit être personnalisé. L'alimentation, c'est pas une notion qui est valable pour tout le monde, que certains aliments peuvent être très bénéfiques pour certaines personnes et très mauvais pour d'autres personnes. Donc, à partir de là, de ce cancer, moi, j'ai revu plein de choses dans mon alimentation et au final, au fil du temps, j'ai trouvé une alimentation qui me correspond. Et c'est notamment grâce à l'alimentation que je suis sortie du cancer, puis ensuite plus tard d'un Lyme chronique, enfin, et ça, plus tout plein d'autres choses que j'ai mis en place. Mais ce n'est pas le sujet du jour, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ensuite, après la maladie de Lyme chronique, j'ai eu une maladie de Hashimoto, donc thyroïdite de Hashimoto, qui est souvent en fait induite par la maladie de Lyme, puisque la maladie de Lyme est appelée la grande imitatrice, donc elle produit des maladies dans le corps qui ressemblent à qui sont des maladies auto-immunes souvent, qui viennent en fait de cette infection bactérienne. Et là, c'est pareil, Hashimoto, aujourd'hui, donc ça fait 10 ans que j'avais eu le diagnostic. Aujourd'hui, c'est une maladie qui est complètement équilibrée chez moi. C'est vrai que je discute beaucoup avec certaines d'entre vous autour de Hashimoto. Beaucoup de personnes qui sont encore extrêmement fatiguées, qui ont encore extrêmement des problèmes de constipation, de perte de cheveux, de prise de poids, de résistance à la perte de poids et des personnes qui n'arrivent absolument pas à s'en sortir de tout ça. Mais je peux vous dire un truc, c'est que si vous trouvez une alimentation qui est vraiment adaptée à votre corps et adaptée à vos troubles thyroïdiens, vous ne pouvez pas rester dans l'état dans lequel vous êtes actuellement. Parce que si vous êtes encore dans cet état-là aujourd'hui, c'est donc d'une part, ça peut être parce que votre traitement n'est pas adapté, mais ça se cherche. Hein, c'est-à-dire que on peut arriver à adapter vraiment le traitement. Mais d'autre part, parce que vous faites face à des carences micronutritionnelles très importantes, des carences macronutritionnelles très importantes, et que du coup, votre corps est en lutte perpétuelle et que votre thyroïde ne veut pas s'équilibrer. Donc, très important aussi, l'alimentation pour ce genre de maladie. Donc moi, aujourd'hui, grâce à mon alimentation, Hashimoto est complètement équilibré. Donc voilà, donc ça c'était pour rester un peu dans le thème alimentation autour de mon histoire. Donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet parce que je ne vais pas trop m'étaler aujourd'hui sur mon histoire, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et que je ne voudrais pas que ce live dépasse 1 heure parce que c'est vrai que la dernière fois j'étais assez longue et que ça fait beaucoup de choses à intégrer et que après ça devient un peu peut-être compliqué pour vous. Donc juste à savoir aussi que je suis tombée dernier point à souligner pour qu'il y ait un intérêt autour de ce live alimentation. Je suis tombée en ménopause précoce, puisque avant mes 45 ans, donc l'année dernière, et que j'ai fait face à une prise de poids donc après ma grossesse, ma dernière grossesse, et donc il y avait un petit peu quelques kilos qui restaient de la grossesse, mais aussi une prise de poids qui est venue dans la foulée, et que j'ai rapidement réussi à inverser cette prise de poids et à perdre des kilos, donc à me transformer l'année dernière
grâce à l'alimentation et donc en réadaptant du coup mon régime alimentaire en fonction de mes changements hormonaux. Donc c'est pour ça que quand je dis que l'alimentation c'est vraiment quelque chose qui doit être individualisé, personnalisé et en plus adapté à chaque moment de la vie, ce n'est pas pour rien. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien savoir si vous êtes chaude pour qu'on rentre dans ce live passionnant sur l'alimentation. Et pour ça, j'aimerais que vous m'envoyiez des petits emojis flammes en commentaire. Comme ça va me donner de l'énergie. Et préparez aussi vos questions, puisqu'à la fin du live, si j'ai pas été trop longue, je vais répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez des questions, préparez-les. Et comme ça, je pourrai y répondre. Donc, je vais regarder un petit peu si vous m'avez mis des choses en commentaire, si les commentaires ne veulent pas se remettre, s'actualiser. Envoyez-moi des petits emojis flammes, là. Je ne vois rien pour l'instant, mais en fait, les commentaires ne s'actualisent pas. Je vais regarder aussi en même temps sur mon portable, parce qu'en général, ça marche aussi bien sur le portable. S'actualise pas. Alors, hop, merci pour les emojis flammes. Donc là, je les vois sur mon portable. C'est très, très, très gentil. Merci. Super. Merci beaucoup. Ah, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Bonjour Valérie, ravie que tu sois là. Bonjour Fabienne. Coucou Manu. Qui y a d'autres? Salut Elisa, ravie que tu sois là. Salut Céline, ravie aussi. Coucou Nel. Ravie que tu sois là aussi. Super. Bon, mais merci beaucoup d'être là. Allez, ben on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais vous parler de plusieurs choses. Il y aurait énormément de choses à dire sur l'alimentation santé et j'ai décidé de me focus sur quelques petites choses qui me semblent plus importantes que les autres. Donc, peut-être que à l'issue de ce live, vous serez peut-être encore un petit peu en reste et vous aurez peut-être envie d'avoir eu plus ou d'avoir des questions. Enfin, il y aura peut-être des questions que vous vous posez, vous n'aurez peut-être pas trouvé votre réponse. Mais alors surtout, vous n'hésitez pas à me poser vos questions, à revenir vers moi en message privé pour me poser vos questions s'il y a des choses que voilà, vous aimeriez savoir plus spécifiquement et que je n'aurais pas abordées aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais vous parler des fondamentaux de l'alimentation pour pouvoir poser les bases saines et claires d'une alimentation santé. Donc l'alimentation, en fait, qu'est-ce que c'est? L'alimentation, c'est, parce que parfois on ne se pose pas la question, mais c'est la manière en fait d'apporter de l'énergie à notre corps. Parce que notre corps, il a besoin pour fonctionner d'énergie et ça, c'est apporté par l'alimentation. Si on ne s'alimente pas, eh ben, au bout d'un moment, le corps ne fonctionne plus. Il faut savoir ce que l'on appelle un métabolisme de base, c'est-à-dire qui est donc converti en termes de calories et qui correspond en fait à l'énergie utilisée pour toutes les fonctions de notre organisme. Donc le métabolisme de base, c'est par exemple quand tu es allongé dans ton canapé comme une larve toute la journée et toute la nuit à regarder Netflix par exemple, ou même, j'ai envie de dire, à rien faire, vraiment rien faire. Et donc ton corps, il a quand même besoin d'énergie, même si tu ne fais rien, parce que il respire, parce que il y a des choses qui se passent au niveau cellulaire, il y a des régénérations qui se font. Enfin bref, ton corps, même quand tu ne fais rien, il a besoin d'énergie pour vivre en fait, pour fonctionner. Donc on a un métabolisme basal qui correspond à un certain nombre de calories. Moi, par exemple, pour vous donner une idée, le mien, il se situe autour de 1315 calories. Ça veut dire quoi en fait ça? Que par exemple, si je mange moins que 1300 calories, ben, je ne peux pas répondre aux besoins de mon corps, les besoins fondamentaux vraiment pour qu'il fonctionne même au repos. Et que donc, à partir de là, à partir de ce constat, eh ben, je mets mon corps en souffrance. Donc, je tiens à le préciser parce que vous êtes souvent nombreuses à manger très 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 peu et à manger en dessous de votre métabolisme de base. Souvent, certes, beaucoup de femmes mangent 1200, 1300 calories, alors qu'elles pèsent beaucoup plus que moi, donc le métabolisme basal est beaucoup plus élevé que le mien. Et ça me fait très peur parce que vous n'êtes pas en train de larver dans votre canapé toute la journée à regarder Netflix. Vous travaillez, vous avez des enfants, vous les emmenez à l'école, vous bougez. Certaines font du sport et ne mangent vraiment que très peu de choses. Donc, c'est normal que vous ne soyez pas en pleine santé si vous ne mangez pas suffisamment. Donc, l'alimentation, elle est constituée de 3 macronutriments principaux qui sont les protéines, les lipides et les glucides. Et ça, c'est important parce que je vais vous expliquer la spécificité de chacun. Donc, les protéines, je vais en parler en premier parce que c'est pour moi les plus importantes. Leur rôle, c'est la construction des tissus. Ce sont les briques de notre organisme. Donc, tous les tissus, les muscles, tous les organes internes, la peau,
mais elles construisent aussi les enzymes, les hormones et le système immunitaire. Alors pour vous dire comme c'est extrêmement important les protéines, et pourtant la plupart d'entre vous, vous n'en mangez pas suffisamment, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes de santé qui se créent. Parce que le corps, il va aller prioriser certaines choses dans le corps, quoi, en fait. Votre organisme va aller prioriser certaines choses. Et c'est pour ça que souvent, vous ne fabriquez pas correctement vos hormones, notamment les hormones thyroïdiennes, c'est parce que vous ne mangez pas assez de protéines. Donc, très important. Donc, les sources de protéines, alors on va les trouver dans les viandes, dans les œufs, dans le poisson, dans les légumineuses. Mais attention aux légumineuses, je vais en parler plus tard après. Dans le tofu, on en trouve aussi dans les céréales. Bon, le tofu, c'est dérivé du soja, c'est une légumineuse. Donc l'erreur fréquente, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en consomment pas assez et aussi ne consomment pas des protéines de qualité. J'insiste bien là-dessus, c'est qu'on peut manger beaucoup de protéines, mais si on mange des protéines de mauvaise qualité, ça ne marchera pas non plus. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent moins de 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Vous pourrez faire votre calcul chez vous. Par exemple, si vous pesez 60 kg, si vous mangez 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel, ça veut dire que vous mangez 60 grammes de protéines sur votre journée. Et 60 grammes de protéines, attention, c'est 60 grammes de protéines pures, pas 60 grammes de blanc de poulet, par exemple. Parce que dans 100 grammes de blanc de poulet, vous avez 23-25 grammes de protéines. Donc, pour atteindre 60 grammes, vous voyez qu'il faut que vous mangiez 2 blancs de poulet et demi, par exemple. Donc, 250 grammes de blanc de poulet. Et ça, c'est le strict minimum, 1 gramme par kilo de poids corporel. Parce que très souvent, il faut en manger beaucoup plus. Et notamment quand on est sportif comme moi, il faut être autour de 2 grammes par kilo de poids corporel. Donc c'est important, vous ferez votre calcul chez vous, de regarder si dans votre alimentation, vous avez suffisamment de protéines. Ok ? Les protéines, elles sont satiétogènes, c'est-à-dire qu'elles vont en fait vraiment combler votre sensation de faim, enfin en tout cas que vous allez arriver à satiété plus rapidement et ça va vous éviter les grignotages aussi. Elles sont indispensables pour préserver la masse musculaire. Quand on ne mange pas suffisamment de protéines, on a la masse musculaire qui ne se développe pas, qui ne se reconstruit pas correctement et on a un aspect flasque du corps. Voilà. Et c'est pas souvent ce que vous recherchez quand vous souhaitez perdre du poids. Je discutais encore récemment avec une femme qui me disait qu'elle voulait perdre seulement 4 kilos. Moi, j'ai perdu l'année dernière 5 kilos. Mais comme je dis toujours, le poids, ce n'est qu'un indicateur parce que si on perd 4 kilos mais que c'est 4 kilos de muscles, on n'a pas du tout un résultat sur la silhouette comme on le veut. Nous, ce qu'on veut, c'est perdre du gras quand on veut perdre du poids, d'accord? C'est pas perdre du muscle. Donc, cette femme, malheureusement, elle faisait beaucoup de cardio et elle mangeait pas suffisamment de protéines. Donc, elle va les perdre, ces 4 kilos, mais elle va perdre du muscle. Et elle ne sera pas contente du résultat sur sa silhouette. Donc, c'est pour ça que j'insiste. Vous ne mangez pas suffisamment de protéines. Et si vous voulez vous transformer à un moment donné, être en meilleure santé ou perdre du poids, mais du gras, il faut manger suffisamment de protéines. OK ? Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que il faut les prioriser à chaque repas et ce dès le petit déjeuner. Vraiment, vous devez faire un petit déjeuner protéiné. Il faut que vous variez les sources, donc entre protéines animales et végétales, et être vigilant sur la qualité, donc l'élevage des animaux que vous allez choisir pour la viande en fait, les poissons, l'origine des poissons, que ce ne soit pas des poissons pêchés dans des océans trop pollués. Bon, ça devient compliqué maintenant avec les poissons. La transformation aussi des produits que vous mangez plutôt des produits bruts, j'en ai parlé sur les lives précédents. Ne me mangez pas des nuggets ou du poisson pané en pensant que ce sont des protéines, s'il vous plaît. C'est des protéines, mais ce n'est pas des bonnes sources de protéines. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous connaissez votre quota de protéines quotidien. Et si vous le connaissez, c'est très bien. Donc, et que vous appliquez ça à votre alimentation, bravo à vous. Si vous le connaissez pas, que vous avez peur que ce soit un peu compliqué à calculer, n'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit hashtag protéines et je me permettrai de revenir vers vous en message privé, vous poser quelques questions et vous calculer votre quota protéinique pour que vous puissiez du coup aligner votre alimentation à ce quota protéique qui vous correspond. Je vais vous parler maintenant des lipides. Donc les lipides, ce sont les graisses. Donc les graisses, comme on dit, il y en a des mauvaises et il y en a des bonnes. Donc l'idéal dans l'alimentation, c'est évidemment de privilégier les bonnes sources de graisses. Le rôle des lipides, c'est d'apporter beaucoup d'énergie parce qu'en termes de calories, les lipides apportent plus d'énergie que les glucides et les protéines. Elles fabriquent les hormones aussi.
Elles sont très importantes dans l'absorption de certaines vitamines dites liposolubles, c'est-à-dire qui sont solubles dans les graisses. Donc, comme la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Okay. Elles constituent les graisses pour une grosse partie le cerveau et les membranes cellulaires, très important. Donc, quand on n'a pas suffisamment de bonnes graisses dans son alimentation, on a les membranes cellulaires fatiguées et c'est ça qui crée l'inflammation. Donc, j'insiste là-dessus puisque vous êtes nombreuses à avoir des problèmes d'inflammation de bas grade, inflammation chronique. C'est souvent dû à la consommation de graisses de mauvaise qualité, les graisses trans, donc tout ce qui est graisse dans les aliments industriels ou graisse cuite. Et vous ne mangez du coup pas suffisamment de graisse de bonne qualité et c'est pour ça que ça crée l'inflammation de bas grade, entre autres. Donc les sources des bonnes graisses, vous allez les trouver dans les huiles de qualité comme l'huile d'olive, l'huile de coco, mais aussi les huiles riches en oméga 3 comme colza, lin, cameline, dans les avocats, dans les noix oléagineuses. Certaines se rendent compte que moi j'en mange beaucoup des noix oléagineuses, on voit souvent ça dans mes stories, j'en mets généralement sur toutes mes salades. Et aussi, et on le néglige souvent, dans les petits poissons gras, comme les sardines, le maquereau. C'est très très bon, il faut en manger au moins 2 à 3 fois par semaine. Il y en a aussi dans le saumon, mais le saumon, vu que c'est un gros poisson et qui concentre les métaux lourds, parce qu'il va aller manger tous les autres petits poissons, et que du coup, à force de manger des poissons plus petits, en fait, il est en bout de chaîne alimentaire, et du coup, il concentre les métaux lourds. Donc le saumon, c'est pas recommandé d'en manger trop souvent, mais vous pouvez en consommer aussi. Donc l'erreur fréquente que l'on fait avec les lipides, c'est souvent dans un objectif de perte de poids, on les diabolise, on fuit les lipides et on va chercher des aliments plus light, où on en met moins sur les salades, etc. Mais malheureusement, il ne faut surtout pas les diaboliser parce qu'elles vous aident à perdre du poids, ces bonnes graisses, notamment en allant déloger les mauvaises graisses stockées dans le foie. Donc c'est très important d'en intégrer vraiment tous les jours dans votre alimentation. Okay ? Et l'autre erreur, c'est de consommer justement trop de mauvais gras industriels. Hein. Donc dans les fritures, comme je le disais, dans les aliments transformés, les graisses bas de gamme, comme l'huile de colza bas de gamme ou la végétaline, des choses comme ça. Tout ça, c'est des choses vraiment à ne plus manger, quoi, en fait. Et enfin, le dernier macronutriment, très important aussi, ce sont les glucides. Donc les glucides, c'est le carburant principal du corps. Et le carburant préféré du cerveau. Donc, c'est une source d'énergie rapide. On est naturellement fait pour manger des glucides parce que dès la naissance, le bébé est très attiré par le sucre et notamment dans le lait maternel qui est très riche en sucre, surtout le lait de début de tétée. Donc, on est naturellement fait pour consommer des glucides. Il ne faut pas non plus les diaboliser, les glucides. Mais vous allez voir plus tard qu'en fonction de ce que l'on rencontre comme problème de santé, en fonction de comment on fonctionne nous personnellement, eh ben, les glucides ne sont pas forcément très adaptés. Donc, je vais vous en parler après. De bonnes sources de glucides, ça va être les fruits, les légumes, certains féculents, attention. Voilà, bon, ça c'est les bonnes sources. L'erreur qu'on fait trop fréquemment, c'est que l'on mange souvent des glucides à index glycémique trop élevé. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le concept de l'index glycémique. C'est de plus en plus popularisé, donc je pense que la plupart vous connaissez. C'est qu'en fait, chaque glucide a un index glycémique, c'est-à-dire un chiffre qui montre s'il va produire rapidement un pic au niveau de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre que l'on a dans le sang. Si par exemple, vous prenez une pomme de terre, et que vous la réduisez en purée, donc vraiment très 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 cuite et vraiment bien broyée, ça va avoir un index glycémique très élevé. Si vous prenez cette même pomme de terre et que, par exemple, vous la faites cuire à la vapeur, mais à moins de 100 degrés, et qu'elle reste encore ferme, son index glycémique va être beaucoup plus bas. Ça veut dire que le pic de glycémie sera moins important. Donc, en fait, la cuisson influence aussi l'index glycémique de l'aliment. Vous avez des aliments qui sont naturellement à un index glycémique très élevé, comme le maïs par exemple, et d'autres qui sont à un index glycémique plus faible, comme la patate douce ou le sarrasin par exemple. Ça reste des féculents, tout ça, mais l'index glycémique
est différent suivant le type d'aliment. Et c'est sur ça que l'on peut aussi jouer dans certains régimes alimentaires, c'est-à-dire ne pas se couper complètement des féculents, mais choisir des féculents à index glycémique plus bas qui va permettre en fait une stabilisation de la glycémie et donc éviter des problèmes plus tard de résistance à l'insuline. Ok ? Une autre erreur que l'on fait souvent aussi, c'est de ne pas différencier les glucides simples des glucides complexes. On ne dit plus aujourd'hui glucides lents ou glucides rapides, ça se dit plus vraiment. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, les pâtes ou le riz, attention, pas tous les types de riz, mais prenons le riz camarguais, par exemple, le riz blanc camarguais. Avant, on disait naturellement, c'est un glucide lent, c'est absorbé, c'est un féculent, donc c'est absorbé lentement par l'organisme et tout. Ben non, parce qu'en fait, on voit qu'avec l'index glycémique, au contraire, ça peut produire un pic glycémique aussi important que si vous mangez des bonbons, par exemple. Donc, on dit plus glucide lent ou glucide rapide, on dit simple ou complexe. Donc, un glucide simple, ça va être par exemple le sucre de canne, les bonbons. Voilà, bon, c'est souvent ça, des choses qui sont, si vous voulez, pas très, au niveau de la digestion, qui vont en fait être assez simples à digérer et qui du coup vont faire monter très rapidement la glycémie. Contrairement à un glucide complexe, par exemple, une graine comme le sarrasin, tout simplement, c'est un glucide complexe parce que ça va être plus difficile à digérer et que du coup, ça va être stable au niveau de votre glycémie. Ok ? Je vais vous parler d'autre chose qui est important dans l'alimentation santé, qui est souvent négligée. Je regarde juste un petit peu vos commentaires. Ok, je vois quelques hashtags protéines, donc je vous enverrai ça, je vous contacterai une par une. Super, très bien. Donc là, j'ai fait le tour des macronutriments. Quelque chose d'autre qui est négligé au niveau de la santé, dans l'alimentation, c'est l'hydratation et la mastication. Ok ? Parce que l'alimentation, c'est aussi la manière dont on s'alimente, d'accord ? Je ne voulais pas juste vous parler de ce qu'on allait ingérer, mais aussi vous parler de la manière dont on s'alimente et ce qu'il y a aussi autour de l'alimentation, et l'hydratation en fait partie. L'hydratation, elle est malheureusement souvent négligée, mais elle impacte énormément l'énergie, la digestion et la concentration. Okay ? Souvent, on ne boit pas suffisamment et en fait, on a un quota d'eau aussi à respecter en fonction de notre poids et aussi en fonction de nos activités. Il est évident que quelqu'un qui fait du sport régulièrement, qui transpire, va devoir boire beaucoup plus parce qu'en fait, il a des pertes hydriques à travers la transpiration. Les pertes hydriques, ça veut dire perte de sels minéraux. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi c'est important l'hydratation. L'hydratation, qu'est-ce que ça apporte au corps ? Ça apporte des sels minéraux. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas boire n'importe quelle eau. Si vous buvez encore aujourd'hui l'eau du robinet, attention, hein, je vous dis pas non plus de boire de l'eau en bouteille, mais l'eau du robinet va vous apporter des choses qui sont pas forcément bonnes pour votre corps si vous ne la filtrez pas. Donc, ça peut être délétère aussi. Et je pense notamment aux personnes qui ont des troubles de la thyroïde. Il faut savoir quelque chose, c'est que dans l'eau de consommation classique du robinet, il y a beaucoup de fluor qui est utilisé pour aller purifier l'eau. Et le fluor, sur l'échelle, enfin sur le tableau des éléments, tableau de Mendeleïev. Je ne veux pas vous faire un cours de physique-chimie, mais il y a un tableau des éléments qu'on apprend, je crois, quand on est au lycée. Peut-être suivant ce qu'on fait comme bac, j'en sais rien, mais moi, en tout cas, à l'époque, je l'ai appris. Et un tableau des éléments périodiques. Et sur le tableau de Mendeleïev, le fluor, qui est F, est sur la même ligne que l'iode. Et donc, je vous parle de l'iode et vous allez tout de suite comprendre avec la thyroïde l'impact. C'est que malheureusement, quand on consomme trop de fluor, eh ben, ça finit par prendre la place de l'iode et on a de besoin d'iode pour transformer correctement l'hormone T4 en T3 active et que si vous buvez encore de l'eau du robinet sans la filtrer, c'est encore normal qu'aujourd'hui vous ayez des troubles thyroïdiens. Je vous dis ça au passage, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas un truc du luberlu ou quoi que ce soit, c'est que l'eau du robinet aujourd'hui, ok, elle est safe en termes de pathogènes, etc., mais dedans, vous avez des hormones de la pilule contraceptive qui ne sont malheureusement pas filtrées par les stations d'épuration, donc vous bouffez des oestrogènes à gogo, sans le savoir, et vous avez énormément de fluor aussi qui vous flingue la thyroïde, entre autres. Donc, si vous voulez avoir une meilleure santé, l'hydratation, j'en parle pour la qualité de l'eau, vraiment, filtrez votre eau. Sinon, vous continuerez à persévérer dans ces problèmes de santé.
Et donc aussi la quantité de l'eau, vous faites en sorte de boire suffisamment d'eau puisqu'on a vraiment besoin d'eau pour le système lymphatique, pour plein de choses. Donc augmentez votre consommation d'eau si vous n'en buvez pas assez et vérifiez la qualité de votre eau. Au niveau de l'hydratation, je pense que c'est pas nécessaire de le dire normalement, mais je vais quand même le dire. On ne s'hydrate pas avec des jus de fruits ou des sodas. Voilà. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens encore qui boivent beaucoup de coca ou beaucoup de jus de fruits en disant qu'ils s'hydratent avec ça. Non. Si vous buvez un jus de fruits ou un coca, ne le comptez pas comme étant dans votre quota d'hydratation. Moi, par exemple, le week-end, je bois volontiers 1 ou 2 verres de vin. Je ne le compte pas dans mon quota d'hydratation. Je veux dire, j'ai bu mes 2,5 litres d'eau dans la journée et je bois mes verres de vin en plus. Voilà. Donc, attention vraiment à ça. Je n'ai pas envie de parler aujourd'hui de l'incidence des sodas sur la santé. Si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement faire un post dessus parce que c'est une catastrophe. Même les sodas dits light sont une catastrophe pour votre santé et notamment pour votre microbiote intestinal. Et les jus de fruits, même s'ils sont bio et sans sucre ajouté, sont aussi une catastrophe sur le foie, puisque c'est ce qui vous produit le foie gras, malheureusement, dans la stéatose hépatique, et vous créez à la longue une résistance à l'insuline aussi. Donc, à éviter. Si vous tenez absolument à boire quelque chose qui est sympa, prenez de la kombucha. J'en ai parlé précédemment. La kombucha, c'est très très faible en sucre, c'est riche en probiotiques, c'est très bon pour la santé. Ok, donc ça c'était pour vous parler d'hydratation. Je vais essayer d'accélérer parce que je vois qu'il est déjà 1h30. La mastication. Donc, la mastication, c'est aussi souvent négligé, puisqu'aujourd'hui, on mange vite, on mange sans être, voilà, on mange en étant déconnecté de nos sensations, malheureusement, et souvent, on ne pense pas à mâcher. Et il faut savoir que la digestion commence dans la bouche. Dans la bouche, on a des enzymes, et en fait, on a besoin de mastiquer et d'insaliver notre nourriture pour que la digestion commence à se faire. Et souvent, des problèmes digestifs commencent parce que la mastication est négligée. Et si vous voulez améliorer vos sensations digestives, pour les personnes qui ont des troubles digestifs, que ce soit des gaz, des ballonnements, des problèmes de constipation, des problèmes au contraire de selles fréquentes, etc., bon, commencez déjà par vous dire « Ah, mais est-ce que je mastique correctement mes aliments ?» Mastiquer correctement, ça veut dire on prend une bouchée, on prend le temps de la réduire en bouillie, de l'insaliver, c'est-à-dire de l'enrober de salive, et ensuite on l'avale. C'est ça une bonne mastication. Ça veut dire que normalement, on n'avale pas son repas en 20 minutes. C'est qu'on doit prendre plus de temps. Hein, suivant le volume alimentaire que l'on a, on doit prendre beaucoup plus de temps que 20 minutes pour manger. Donc, je sais que aujourd'hui, avec nos boulots de folie, ça devient plus compliqué, mais essayez quand même au maximum de mastiquer. D'accord ? Ensuite, je voulais vous parler de l'alimentation en pleine conscience. Je vais faire juste un petit voilà, bref aperçu de ça parce que je ne veux pas rester 3 ans là-dessus non plus. Mangez en pleine conscience. Reconnectez-vous à vos sensations de faim et de satiété. Bien s'alimenter, c'est ça aussi en fait. C'est ne pas juste manger pour apporter de l'énergie à son corps, mais c'est aussi manger vraiment pour se nourrir correctement. Et pour se nourrir correctement, comme je viens de vous l'expliquer juste avant, on a besoin de prendre le temps et d'être conscient en fait de ce que l'on met dans notre corps. Si on mange en étant sur le téléphone portable, en regardant la télé, en ayant la boule au ventre parce que derrière on a un dossier à boucler, je sais pas moi, en ruminant des mauvaises choses et tout, on se coupe de nos sensations. Par contre, si on mange en réfléchissant à ce que l'on a dans notre assiette, en regardant, en prenant du plaisir, en regardant cette belle assiette qu'on s'est faite, en visualisant que ce qu'on met dans notre corps va aller nourrir nos cellules, ça va nous faire du bien et tout, mangez en pleine conscience. Et vous allez aussi rapidement reconnaître vos sensations de satiété. Parce que souvent, en fait, on mange et le cerveau, il n'a pas eu le temps d'avoir en fait des signaux hormonaux qui ont été envoyés et de percevoir qu'en fait, à un moment donné, on avait la satiété et qu'on aurait pu s'arrêter de manger. Hein, on n'est pas obligé de tout finir si d'un coup on se dit « Ah, mais là, j'ai plus du tout faim, quoi. » Ok ? Donc, essayez de vous reconnecter à vos sensations de faim et de satiété pour voilà, vous nourrir vraiment en pleine conscience et pour apporter ce qu'il faut à votre corps. Au-delà d'une approche purement nutritionnelle, j'ai envie de dire. J'aimerais savoir, vous allez me dire en commentaire, si vous pensez à bien mastiquer. Aussi, le fait que je vous le dise, d'un coup, ça vous a fait tilt en disant « Ah, mais c'est vrai, en fait, j'avale toujours tout rond, quoi. »
Moi, je me souviens qu'à l'époque où j'avais suivi des consultants quand j'étais naturo en Alsace, c'était parfois un tips tout simple que je leur disais de bien mastiquer et ça leur changeait la vie. Mais ils faisaient pas forcément des gros changements alimentaires, mais le simple fait d'un coup d'avoir de s'être remis à mastiquer, ça changeait tout au niveau de leur digestion. Pour la deuxième grande partie, je voudrais vous parler de quelque chose qui va vraiment vous intéresser, je pense. C'est des approches nutritionnelles et la personnalisation de l'alimentation. Ça, c'est pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule et bonne façon de manger, mais qu'il y a donc bien plusieurs approches qui sont adaptables et personnalisables en fonction de qui l'on est, quoi. Okay, selon le contexte personnel, selon notre biologie, hein, comment on est constitué, selon nos émotions. Il y a plein de choses qui font que on peut manger d'une certaine manière et ça peut paraître healthy, tout ce que tu veux, voilà, mais ça va pas te correspondre. Et quelque chose qui pourrait être un peu moins healthy va mieux te correspondre. Donc ça, c'est vraiment important et je vais vous en parler. C'est la génomique nutritionnelle. Génomique, il y a le mot gène dedans. C'est l'ADN en fait qui influence l'assiette. Donc comme je disais, l'alimentation elle n'est pas universelle. La génomique, c'est quoi? C'est comment nos gènes régissent certains métabolismes en fait des nutriments. Par exemple, certaines personnes vont avoir des gènes qui vont faire en sorte qu'elles métabolisent mieux les glucides, donc les sucres, que les lipides. Et chez d'autres personnes, au contraire, il y a un gène aussi qui fait qu'elles vont mieux métaboliser les lipides que les glucides. Il y a aussi des gènes il y en a tellement dans la génomique, mais il y en a par exemple qui font que les personnes métabolisent rapidement la caféine et d'autres pas. Ce qui explique que par exemple, il y a des personnes comme moi qui peuvent boire un café à 20h le soir ou 22h et ça ne fera jamais rien sur le sommeil, quoi, parce que je métabolise en fait certainement. Je n'ai pas fait mon étude génomique pour la caféine, mais si je le faisais, je suis presque sûre du résultat. Je pense que quand je bois un café, en fait, mon corps, il le métabolise super vite, c'est-à-dire que c'est très vite éliminé et en fait, la caféine n'agit pas sur la durée sur mon corps. Et au contraire, il y a des personnes qui ne peuvent pas boire de café après 14h parce que sinon, elles n'arriveront pas à dormir, en fait. Et ça, c'est vraiment la génomique, finalement, qui le définit. Et ça veut dire quoi, ça, en fait? Ça veut dire que, suivant comment on réagit, eh ben, on peut, finalement, vraiment personnaliser son alimentation et, du coup, choisir une approche alimentaire qui va mieux nous correspondre. Et ça, comment on le définit? Eh ben, soit on fait un test d'ADN nutrition, et vous allez me dire en commentaire si certaines ont déjà fait des tests d'ADN nutrition. Ça m'intéresse de savoir. C'est des tests qui sont très chers, mais qui sont très intéressants à faire. Mais c'est très cher. Et du coup, voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des tests d'ADN nutrition, si du coup vous avez pu vraiment adapter votre alimentation en fonction des résultats de ces tests, ou si vous avez plutôt écouté les sensations de votre corps, essayé certaines approches, vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas pour vous et vous avez modifié des choses. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment changé ma manière de m'alimenter. Alors pas au niveau de la provenance quoi que ce soit de mes aliments parce que ça fait voilà comme dit 20 ans que je mange bio, mais vraiment de la composition de mon assiette. J'ai à un moment donné moins privilégié les glucides et je suis presque sûre, et je l'ai pas fait, mais je le ferai je pense prochainement. Mais je suis presque sûre que j'ai un génome qui code, qui fait en sorte, enfin qui code pour le fait que je métabolise moins bien les glucides que les lipides. Je pense que je métabolise beaucoup mieux les lipides, ce qui fait que je peux manger beaucoup plus de graisse. J'en suis presque sûre, puisqu'en mangeant beaucoup de graisse, ça n'a pas d'incidence sur plein de choses dans mon corps. Donc, j'aimerais bien savoir, dites-moi en commentaire. Donc, suite à ça, on va faire un petit tour d'horizon des grandes approches alimentaires santé. J'ai pris mes petites notes pour rien oublier et pour pas que ce live dure 3 heures. Je vais me tenir à ce que j'ai noté. Donc, les grandes approches alimentaires dites santé. Donc, c'est pas des dogmes, c'est des outils à connaître. Certaines d'entre vous ont testé certains types de régimes. Par régime, j'entends pas régime hypocalorique pour perdre du poids ou quoi que ce soit. J'entends le mot régime, le mot diète, ça veut dire type d'alimentation en fait, d'accord? Un régime alimentaire, c'est un certain type d'alimentation. Donc, vous avez certainement entendu parler de l'alimentation à index glycémique bas ou IG bas.
Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont testé ou le font même. Moi, j'essaye au maximum d'être dans l'IG bas. Donc, l'alimentation à IG bas, c'est quoi déjà? C'est donc choisir des aliments qui ont un index glycémique bas. Ok. Donc, ça va être certaines légumineuses, certains légumes à IG bas, les oléagineux, les céréales complètes sans gluten, comme par exemple le sarrasin. Les tubercules comme la patate douce, par exemple, qui ont un index glycémique bas. Le but, c'est que ça réduit les pics de glycémie. C'est très bon pour les personnes qui sont en surpoids, souvent, qui ont aussi le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK. Je sais que certains d'entre vous souffrent de ça. Qui ont le prédiabète ou résistance à l'insuline et qui souffrent aussi de fatigue chronique. Parce que souvent, quand on fait des pics glycémiques souvent réguliers, ça induit vraiment après voilà, une grosse fatigue, on est crevé. Et c'est toutes les personnes qui bâillent énormément après le repas de midi, qui sont complètement claquées après le repas de midi. Essayez de mettre des glucides à index glycémique bas dans votre alimentation, notamment sur le repas de midi, si vous mangez des glucides le midi. Vous allez voir que ça va nettement vous aider pour contrer votre fatigue. Il faut faire aussi attention à l'index glycémique seul. C'est pas forcément ça qui compte, c'est pas que l'index glycémique, ça va être la charge glycémique totale de votre repas. Ok? C'est par exemple si vous mangez que des féculents à votre repas, il va y avoir une charge glycémique qui va être très importante. Si maintenant vous mettez des fibres, vous mettez des graisses, même si vous mettez un féculent à index glycémique haut, peut-être que du coup il y aura une moins grande incidence sur votre glycémie. Donc c'est pas que l'index glycémique qui compte, c'est aussi la charge glycémique du repas. J'espère que cette notion elle est assez claire pour vous. Un autre type d'alimentation, c'est l'alimentation cétogène, ou dite keto aussi. Je sais que certaines d'entre vous l'ont testé, notamment pour perdre du poids, parce que c'est très efficace pour perdre du poids. Cependant, il faut garder en tête que c'est une alimentation qui est pas facile à suivre sur le long terme, qui est assez difficile à suivre quand on veut faire des petits écarts en société, c'est-à-dire voilà, aller au resto, une invitation improvisée chez des amis ou quoi. Vous sortez très vite de la cétogénèse en fait. Donc l'alimentation cétogène c'est quoi? C'est une alimentation qui est très basse en glucides, donc qui est très riche en bonnes graisses et qui est modérée en protéines. Donc à tel point que quand vous commencez à vous lancer dans l'alimentation cétogène, donc il y a une adaptation en fait du corps, c'est-à-dire que votre corps ne va plus carburer aux glucides, mais il va carburer aux lipides, et donc on se retrouve dans un état de cétose, qui est l'état que l'on a au bout de quelques jours. On va dire après 24 heures de jeûne, on rentre déjà 24 heures, voire un peu plus, on rentre dans l'état de cétose, et c'est-à-dire que le corps n'utilise plus les sucres pour fonctionner, mais il utilise les graisses. Et donc, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vu que le corps utilise les graisses, eh bien, ça va aller puiser dans les réserves adipeuses, les réserves graisseuses. Et donc, c'est pour ça que l'on perd du poids avec l'alimentation cétogène. Donc, il y a une adaptation du corps et c'est pas facile pour le corps de s'adapter, de passer donc des glucides aux lipides pour fonctionner. Et donc, il y a ce que l'on appelle la grippe cétogène. Et c'est ce temps qui dure environ 2 à 3 semaines, moins chez certaines personnes, notamment chez les personnes qui ont l'habitude de jeûner, elles vont s'adapter plus facilement à l'alimentation cétogène. Mais en fait, on se sent très mal. On a vraiment comme des symptômes de grippe, puisque le corps, il est en panique, en fait. Il cherche des glucides pour fonctionner, on ne lui en apporte pas dans l'alimentation. Et donc, il doit s'adapter au niveau métabolique pour carburer avec les graisses, du coup. Donc l'objectif, c'est voilà, de rentrer en cétose, d'utiliser les graisses comme carburant. Donc en bénéfice, il y a la perte de poids, une meilleure concentration souvent aussi est notée, un meilleur équilibre hormonal. Et évidemment, c'est très bien pour réduire tout ce qui est envie de sucre, parce que votre corps va se désintoxiquer complètement du sucre. Maintenant, c'est à éviter chez les femmes qui ont des troubles hormonaux non stabilisés quand même. Donc c'est vraiment à aller adapter, personnaliser tout ça. Et comme je disais, dès que vous allez faire un écart et que vous allez manger des glucides, c'est-à-dire que si vous êtes invité chez des potes et que vous mangez une pizza, c'est fini, vous sortez de cétose. Donc compliqué, c'est-à-dire qu'après il faut refaire tout le process, que le corps se réadapte de nouveau. Donc alimentation assez compliquée, alimentation qui est très efficace, qui est très connue aussi,
qui avait été en fait sorti il y a très longtemps pour notamment les enfants qui souffraient d'épilepsie. C'était ça les sortait de leur épilepsie en fait. C'est vraiment une alimentation qui soigne en fait certains troubles et notamment qui est très réputée dans les soins du cancer, contre le cancer, pour lutter contre le cancer, pour les personnes qui ne souhaitent pas jeûner pour traiter un cancer, parce que je vous rappelle, et j'en ai fait l'expérience, que le jeûne peut permettre de traiter un cancer. Et donc l'acétose, vu que c'est l'état que l'on est en jeûne, en fait, est utilisé, l'alimentation cétogène est utilisée chez les gens qui veulent survivre au cancer sans forcément devoir subir des chimiothérapies. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont sortis de cancer en mangeant céto. Je voulais vous parler aussi de l'alimentation carnivore. Vous allez me dire, ah c'est quoi ça encore? Alimentation carnivore. Alors écoutez bien parce que je sais que certains d'entre vous souffrent de troubles digestifs très importants et que l'alimentation carnivore peut être quelque chose que vous pouvez considérer pour vous sortir de vos fameux syndromes de l'intestin irritable ou syndrome du côlon irritable. Voilà, colopathie fonctionnelle, comme on appelait à mon époque dans les années 80. Constipation extrêmement chronique, tout ça. Pendant un certain temps, il peut être intéressant que vous coupiez tout ce qui est fibres larges, tout ce qui est aliments, on va dire, irritants, les céréales, tout ce qui contient des fibres, tout ce qui est légumineuse, etc. Et de ne passer qu'à une alimentation carnée, donc carnivore. C'est assez controversé, mais c'est vraiment intéressant à explorer dans des cas spécifiques, comme je vous disais. Et bien mené, ça permet d'aller apaiser le système digestif, vraiment, et en fait de faire en sorte que la barrière intestinale se reconstruise. Et une fois que c'est fait, on réintroduit progressivement des fibres, donc à travers les légumes, à travers d'autres choses, et de manière à aller nourrir le microbiote, parce que le microbiote d'une alimentation uniquement carnée est pauvre. Mais pendant un certain temps, en fait, ça permet d'aller apaiser le système digestif. Et ensuite, on réintroduit très, très progressivement des fibres vraiment bien cuites, etc. Ou avec des jus crus, mais des jus, du coup, sans les fibres, de manière à pouvoir remanger normalement, on va dire une alimentation omnivore. Et souvent, ça permet de soigner complètement les troubles du côlon irritable, de l'intestin irritable. Donc, c'est aussi une alimentation santé en ce sens-là. Mais ce n'est pas un régime alimentaire à suivre sur le long terme, ok? Parce que microbiote intestinal pauvre et donc tout un tas de problèmes dans votre corps si vous avez un microbiote pauvre. J'aimerais savoir, vous allez me dire en commentaire si certaines d'entre vous font une alimentation IGBA ou une alimentation cétogène ou une alimentation carnivore. J'aimerais bien savoir si vous connaissez ce genre d'alimentation. Donc maintenant, comment on choisit son approche alimentaire santé? Donc comme je vous disais, et vous l'avez compris certainement, il n'y a pas de vraie bonne alimentation santé, d'accord? Il y a des choses à éviter, et je vais vous en parler juste après, mais il n'y a pas une alimentation qui est OK et qui est bonne pour tout le monde et qui est validée pour tout le monde. Et c'est pour ça que souvent je vous dis, quand certains me demandent je dois manger quoi, je vous donne des grandes lignes en message privé, mais sans vous avoir bilanté, sans vous accompagner personnellement, je ne peux pas en fait savoir ce qui vous correspond. Et vous donner une directive en vous disant tu dois manger ça, tu verras, nanana, ça serait peut-être vous mettre sur une mauvaise voie, faire fausse route. Il y a des grandes lignes, comme souvent je vous dis, mangez des protéines et des bonnes graisses au petit déjeuner, mais je ne peux pas vous dire mange des œufs. Peut-être que les œufs c'est pas bon pour toi. Peut-être que tu es intolérante aux œufs, donc c'est compliqué en fait de dire tu dois manger ça, d'accord? C'est aussi l'approche est aussi à choisir en fonction de ses objectifs. Est-ce que tu veux perdre du poids? Est-ce que tu as des problèmes d'inflammation? Est-ce que tu as un manque de concentration? Est-ce que tu as une grosse baisse d'énergie? Voilà, il y a plein de choses qui sont adaptables en fonction de nos objectifs. C'est aussi adapté en fonction de nos contraintes. On n'a pas toutes les mêmes contraintes. Certaines sont mamans au foyer, d'autres sont managers dans des grosses boîtes et charge de travail jusque-là, bossent jusqu'à pas d'heure, etc. D'autres, justement, en étant dans des grosses boîtes, parfois, elles sont obligées de manger au resto le midi et que du coup, voilà, on s'adapte aussi en fonction des contraintes, quoi. L'emploi du temps, le budget aussi. Tout le monde ne peut pas manger 100% bio, hein.
j'en connais pas énormément, voilà. Et c'est vrai qu'il faut le dire, c'est quand même une alimentation qui coûte cher en fonction de ce qu'on achète, qui peut être tout à fait raisonnable quand on achète auprès de ses producteurs, voilà, sur des marchés comme je fais par exemple. Je sais que je fais beaucoup d'économies plutôt que d'aller acheter mes légumes en Biocoop, par exemple. J'ai la chance d'avoir un marché de producteurs tous les mercredis et donc j'y vais. Mais n'empêche que par exemple ce matin j'ai acheté des fraises bio. Et ben elles sont sur la barquette de 500 grammes, elles sont à 2,50 € plus chères que les fraises non bio. Donc il y a quand même effectivement un surcoût qui sur certains produits n'est pas négligeable. Alors c'est la saison des fraises, ça va pas durer longtemps, j'en achète pas tout le temps. Mais voilà, je suis prête à payer ce prix-là pour ma santé parce que les fraises non bio, catastrophe en pesticides. Je vous recommande de ne pas en manger si vous voulez préserver votre santé. Donc, ou alors, vous faites attention à là où vous les achetez, les non bio. Vous interrogez le cultivateur parce que sur les marchés, voilà, vous pouvez aussi parfois parler aux personnes. Hein, mais si c'est les fraises non bio de Grand Frais ou de Carrefour, voilà, hein, vous savez qu'elles viennent d'Espagne, la plupart, qu'elles sont arrosées de pesticides. Il ne faut pas vous attendre à avoir un produit qui soit bon pour votre santé. L'alimentation, on la choisit aussi en fonction de son mode de vie. Parce que quelqu'un qui est actif ou quelqu'un qui est sédentaire, donc sédentarité, je vous recommanderai jamais d'être sédentaire, mais parfois il y a des événements de la vie qui nous rendent sédentaires. Ça peut être un accident, ça peut être une opération, etc. Eh ben on adapte son alimentation aussi en fonction de son mode de vie, en fonction de ses moments de vie. Une femme enceinte, par exemple, une femme qui allaite, va pas manger de la même manière que une femme lambda qui a eu son enfant depuis quelques années, par exemple. Ça aussi, quoi, c'est souvent trop négligé, mais je trouve ça dommage, quoi, qu'on ne parle pas d'alimentation aux femmes enceintes, quoi. Malheureusement, après, on leur fait faire des tests pour le diabète gestationnel et tout, mais qui dit aux femmes enceintes comment elles doivent se nourrir, en fait? Et c'est dommage parce qu'on a un petit être en formation dans le ventre et c'est extrêmement important qu'il soit nourri correctement. Parce qu'il est nourri parce que l'on ingère. Et nous aussi, du coup, si on ne s'est pas nourri correctement pendant la grossesse, après on se retrouve avec de fortes carences. Et après, c'est les problèmes hormonaux. Beaucoup de femmes tombent en hypothyroïdie après la grossesse parce que le bébé, il a tout pompé en fait. Et que la femme ne s'est pas nourrie correctement. La même chose lorsque l'on allaite. Quand on allaite, les besoins, ils sont accru. Le bébé, il aura toujours tout ce qu'il lui faut à travers le lait maternel. Mais vous, par contre, vous allez tomber en grosse carence. Et les périodes aussi du cycle, ne serait-ce que le cycle menstruel, on n'a pas du tout les mêmes besoins qu'au moment de l'ovulation, au moment des règles, en phase folliculaire, en phase lutéale. Enfin voilà, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Et ça aussi, il faut vraiment s'adapter. Et pareil aussi, il faut aussi que vous adaptiez votre approche alimentaire en fonction de ce que votre corps vous dit. N'allez pas persévérer à manger tel et tel aliment parce qu'on vous a dit que c'était bon si vous sentez qu'à chaque fois vous ballonnez. Moi, des fois, on me dit toujours « Ah, je mange des légumineuses parce que c'est bon pour la santé, mais je ballonne. » Mais arrête de manger des légumineuses. Moi, je suis intolérante aux légumineuses. À chaque fois que j'en mange, j'ai mal au ventre. Mais je n'en mange pas. Voilà, c'est tout, quoi. J'arrête d'en manger. De temps en temps, j'en réintroduis dans mon alimentation pour voir jusqu'où est ma tolérance. Et je sais que si j'en mange plus qu'un certain une certaine quantité, je vais être malade. Mais si je sais que j'en mange un petit peu, ça va aller. Donc, je fais en sorte de maintenir une tolérance, mais je ne me gave pas de légumineuses. Et je sais qu'il y a énormément de végétaliens, véganes, qui persistent à manger beaucoup de légumineuses, pas parce que c'est riche en protéines, mais c'est aussi très riche en glucides, attention. Hein. Et parce que voilà, ils n'ont pas d'autre solution. Mais ça les rend malades et ils persistent pour une question d'éthique. À un moment donné, si ça te rend malade, il faut que tu fasses autre chose, quoi. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous parler donc de ce que l'on doit éviter dans l'alimentation pour que ça reste une alimentation santé. Et il est presque 14 h, donc je vais aller très très vite là-dessus parce que j'avais encore tout un tas de choses à vous parler sur les labels. Alors peut-être que je vais pas m'étaler sur ce qu'on doit éviter parce que j'en avais parlé dans les précédents lives. Donc je vais faire un bref aperçu. Donc, ce que l'on doit éviter, c'est les aliments ultra transformés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Éviter aussi les aliments qui donnent des addictions. Donc, dans les aliments qui donnent des addictions, donc le sucre, ça c'est connu, ça a un effet dopaminergique, hein, donc ça va vous faire des gros pics de dopamine.
c'est aujourd'hui considéré au même niveau que la cocaïne. Le gluten moderne qui donne des addictions. C'est pour ça que vous avez toujours envie de manger du pain, parce que dedans il y a des molécules qui sont proches des opioïdes qui donnent de l'addiction. Et les produits laitiers industriels, pareil, il y a des molécules qui sont proches des opioïdes et qui donnent de l'addiction. C'est pour ça qu'on a toujours un fromage, on adore ça, on veut toujours aller vers le fromage, etc. C'est parce que voilà, il y a une addiction à ça. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais c'était pour vous le dire. Le problème aussi, je voulais juste souligner quelque chose, c'est que c'est pas forcément le fait de voilà, vous allez manger un aliment industriel, c'est pas ça qui va vous mettre dans le mal ou quoi, mais c'est l'accumulation. Hein, évitez les accumulations de tous les jours un peu de sucre, tous les jours un peu de gluten, etc. D'accord? Évitez ça. Je voudrais m'attarder un peu plus sur le décryptage des labels, pour que vous compreniez un peu les différences de labels et que vous arrêtiez de vous faire prendre pour des jambons aussi avec les labels. Par pitié, arrêtez avec le Nutri-Score. Arrêtez avec ce Nutri-Score. J'en ai beaucoup qui me disent j'achète ça, il y a Nutri-Score A ou Nutri-Score B. Non, pitié, pitié. Vous avez l'huile d'olive, elle a un Nutri-Score E ou D, je crois, je sais plus comme ça, D ou E. Bref, en gros, c'est comme si c'était un mauvais aliment. Non, 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 non. Le Nutri-Score, en fait, il regarde que la valeur calorique, en gros. Hein. Voilà. Donc, il va pas regarder si votre produit, il a des résidus de pesticides, si votre produit, il y a du sucre ajouté ou des trucs comme ça. La dernière fois, je passais en caisse et il y avait une dame qui avait... je discutais vite fait, je disais que j'étais naturo. Elle me dit « Ah, mais regardez, j'ai pris des compotes, là, Nutri-Score A. Et je regarde, en fait, c'était des compotes donc non bio, avec un peu de sucre ajouté dedans. Et je dis non, ça, c'est pas bon. Déjà, votre compote, déjà, c'est un fruit qui est cuit, mixé, transformé, ça vous apporte rien. C'est un pic de sucre, la compote. Voilà. C'est bien pour les enfants. Et encore, j'ai mis des réserves là-dessus. Et en plus, bon, il y a un peu de sucre qui est rajouté. Et puis, bah, votre pomme, là, elle est issue de l'agriculture conventionnelle. Donc, à tous les coups, vous avez un petit jus de pesticides dedans. Bon, je dis ça, c'est un aliment que vous pouvez requitter. C'est pas OK. Et pourtant, c'était un Nutri-Score A. Donc, j'ai expliqué le Nutri-Score, etc., qu'il fallait arrêter de se faire prendre pour des jambons, en fait, c'était pas comme ça qu'on regardait si un aliment industriel était OK. Je vous en ai parlé la dernière fois, un aliment, quand vous allez le prendre, un aliment au supermarché où il y a un emballage et qu'il y a une liste d'ingrédients, vous regardez que la liste d'ingrédients, elle ne soit pas longue comme le bras. Voilà. S'il y a 2, 3, 4, 5 petits ingrédients, suivant ce que c'est, évidemment, c'est OK. Ensuite, je voulais démystifier le label bio. Le label bio, ça garantit quoi? Qu'il n'y a pas de pesticides de synthèse dans le produit et qu'il n'y a pas eu d'engrais chimiques non plus, qu'il n'y a pas d'OGM et que par exemple pour les animaux, ils n'ont pas été nourris avec des aliments à base d'OGM ou qu'ils n'ont pas été traités avec des antibiotiques. Vous savez que dans les élevages, les animaux tombent malades parfois et que dans l'élevage conventionnel, on les carbure à base d'antibiotiques. Il faut même savoir que en prévention, on leur donne des antibiotiques et que par exemple pour le porc conventionnel, arrêtez de manger du porc conventionnel s'il vous plaît. Le porc conventionnel, il est même d'entrée de jeu, on leur donne même d'entrée de jeu des antibiotiques parce que ça les fait grossir. Et c'est pour ça que d'ailleurs aussi certaines personnes grossissent parce qu'elles prennent régulièrement des antibiotiques et que ça flingue le microbiote intestinal et ça fait grossir. Et donc on les fait grossir les porcs conventionnels en leur donnant des antibiotiques, en les foutant dans le noir. Voilà, et donc en les stressant. Donc du coup, vous mangez de la viande, dedans il y a des résidus d'antibiotiques et en plus il y a énormément de résidus de cortisol, donc l'hormone du stress, et il ne faut pas s'étonner qu'après vous aussi vous soyez en excès de cortisol. Donc faire très attention à ça. Le label bio est vraiment intéressant. Puisque ça vous garantit ça normalement. Hein. Il y a eu des scandales, c'est comme pour tout. D'où l'intérêt de se rapprocher de petits producteurs, de discuter avec vos producteurs, parce que vous pouvez très bien avoir des animaux qui sont élevés sans label bio, et parce que le producteur n'a pas forcément envie de payer le label, parce que ça se paye. Mais si vous discutez avec lui, vous savez que les animaux, ils sont dans les champs, ils mangent de l'herbe, qu'ils ne sont pas traités aux antibiotiques à tout va, etc., etc. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est qu'aujourd'hui, se réapproprier sa santé, c'est aussi se réapproprier son alimentation, c'est aussi s'intéresser à qui fabrique mon alimentation. Donc, allez parler aux producteurs de fruits et de légumes, allez parler aux producteurs, enfin aux éleveurs d'animaux, etc., etc. Ok. Autre chose, le bio, ça ne veut pas dire forcément 100% sain. Si par exemple, vous prenez un biscuit industriel, un cookie, je ne vais pas vous dire qu'un cookie bio, c'est un aliment sain, même s'il est bio.
Alors, il sera moins pire que le cookie non bio parce qu'il n'aura pas d'OGM dedans, parce qu'il n'aura pas de résidus de pesticides. Ok, mais il sera quand même bourré de sucre. Il aura quand même du gluten si vous prenez un cookie avec du gluten. Si vous prenez un cookie sans gluten, vous allez avoir toute une liste d'additifs dedans. Donc, ça ne sera pas des aliments sains. À consommer vraiment de manière sporadique. D'accord? Donc, essayez de bien comprendre cette histoire de bio, de pas bio. Bio, ça ne veut pas dire forcément 100% sain. Et c'est comme ça que moi, j'ai changé à un moment donné mon alimentation. C'est qu'il y a 20 ans, je pensais que chaque fois que je prenais un produit bio, c'est forcément quelque chose de sain. Je pensais que un biscuit bio était vraiment meilleur pour la santé qu'un biscuit non bio. Mais je ne m'étais pas posé la question où il y a beaucoup de sucre, il y a du gluten, etc., où il y a même des produits laitiers dedans et tout ça. Donc, vraiment, pensez à tout ça. OK? Donc, apprenez à lire les étiquettes, vraiment, regardez les étiquettes. Et dans les étiquettes que vous lisez, regardez aussi, même si vous prenez des aliments pas bio, regardez qu'il n'y ait pas des additifs vraiment à surveiller, quoi. De partir du moment où vous avez des aliments où il y a des là, des E300 machin, E600, là, prenez pas. Vraiment, prenez pas les aliments où il y a plein d'additifs. OK? Les aliments aussi où il y a tous les sucres bizarres. Si vous voyez sucre de canne, d'accord, ok. Mais si vous voyez sirop de glucose fructose, sucre inverti, maltodextrine, sirop de maïs, sirop de blé, tout ça, vous ne prenez pas, s'il vous plaît. C'est vraiment une catastrophe. Et vous l'avez ça aussi, pas que dans les aliments sucrés, mais aussi dans les aliments salés, malheureusement. Vous regardez dans certaines sauces tomates, dans certains bouillons, dans certaines sauces ketchup et tout, vous avez franchement, c'est hallucinant, quoi. Si vous fabriquiez, vous, l'aliment chez vous, vous ne mettriez pas tout ça. Donc, n'acceptez pas d'acheter ce genre d'aliments, s'il vous plaît. Pareil pour les huiles. Évitez tout ce qui est huile raffinée, quoi, de mauvaise qualité, l'huile de tournesol, l'huile de colza de mauvaise qualité, l'huile de soja, l'huile de palme hydrogénée, végétaline, tous ces trucs vraiment très mauvais pour la santé. Privilégiez les huiles de première pression à froid. Ok, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de colza non raffinée et bio toujours. Hein. Pour les huiles, c'est très important. Maintenant, je vais terminer. Je vais terminer là-dessus parce que sinon mon live sera beaucoup trop long. Je vais terminer sur les clés pratiques à vous donner pour une alimentation santé au quotidien. On va parler organisation. Essayez d'organiser vos repas en faisant des batch cooking santé. Essayez de choisir 1 ou 2 créneaux par semaine. Par exemple, ça peut être le dimanche ou le dimanche en fin de journée, quand vous avez passé votre week-end, quoi, ou le mercredi soir, je sais pas. Mais essayez de vous faire 1 ou 2 créneaux par semaine pour cuisiner des bases en avance. Préparez-vous des légumes rôtis ou vapeur. Et après, vous les mettez dans des Tupperware. Préparez-vous des sources de protéines faciles à cuire et à conserver. Des œufs durs, du poulet rôti, du tofu mariné, des choses comme ça. Préparez-vous aussi des bases, par exemple, de céréales. Faites cuire du quinoa en avance. Faites cuire du sarrasin. Préparez-vous des légumineuses cuites en avance, si vous n'utilisez pas des conserves, par exemple. Préparez-vous aussi des crudités. Lavez vos salades en avance. Préparez vos carottes râpées. Comme dit, c'est pour 2 créneaux par semaine, donc vous pouvez les garder 3 jours sans problème. OK ? Et préparez-vous aussi 1 ou 2 sauces pour dipser des choses, par exemple. Ça, si vous avez trop la dalle quand vous rentrez du travail, ben, si vous êtes coupé par exemple des carottes en bâtonnet et que vous avez à l'avance un houmous qui est prêt ou un pesto, eh ben, vous rentrez et hop, vous vous faites un petit snack comme ça tout sain. Vous aurez plus envie d'aller taper dans le paquet de chips parce que vous savez que vous avez ça sous la main. D'accord ? J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire si vous êtes du genre à vous organiser comme ça ou si c'est un peu le freestyle total au quotidien. Ensuite, comment composer une assiette équilibrée ? Alors, globalement, je vais vous donner des petites bases et vous allez économiser 60 € de consultation chez une diététicienne pour ça, parce que c'est ce qu'elles vous disent à chaque fois. Et c'est un peu ridicule, j'ai envie de dire, parce que l'alimentation, l'assiette santé, c'est souvent les personnes vont chez les diététiciennes pour savoir quoi, et en fait, c'est des conseils que vous pouvez trouver vraiment même sur Internet. Hein. Dans une assiette santé, il faut partir du principe que vous ayez toujours la moitié de l'assiette en légumes, cru et cuit si possible, les deux c'est bien, voilà, d'avoir les deux. Un quart en protéines et un quart en féculents, suivant si vous les tolérez bien, suivant si vous voulez perdre du poids, enfin, suivant tout ce que je vous ai dit en amont. Et toujours des bonnes graisses, donc mettez une cuillère à soupe d'huile, variez entre colza et olive, vous faites un mix des deux, ok ?
Ça, c'est l'assiette santé. C'est souvent les assiettes que vous voyez dans mes stories, quoi, en fait. Hein. Bon, moi, je mange pas des féculents à chaque fois, mais voilà. Voilà, je vous ai fait économiser une consultation chez une diététicienne parce qu'elle vous dit toutes les mêmes choses, ce qui bien souvent n'arrange jamais vos problèmes parce que vos problèmes ne viennent pas que de l'alimentation, sinon ça serait beaucoup trop facile. Et il y a, comme je vous l'ai expliqué en amont, il y a bien plus de choses à considérer qu'une simple composition d'assiettes. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans mes accompagnements individuels, je vais creuser bien au-delà de ça, parce que sinon, comme dit, ça serait trop facile et tout vous seriez sorti de vos problèmes de santé si vous saviez, si vous mettiez juste en application l'alimentation santé et si c'était ça qui faisait en sorte qu'on soit mieux, ça se saurait, comme on dit. Je vais vous donner quelques petites habitudes à intégrer dans votre quotidien voilà, pour que vous mettiez des petites choses santé dans l'alimentation. Ok. Je l'ai dit déjà la dernière fois, le matin, quand vous vous levez, buvez un grand verre d'eau au réveil et aussi un petit verre d'eau chaude d'eau tiède avec du citron dedans. Ça va vous aider pour beaucoup de choses, notamment au niveau de l'inflammation de votre corps. Ça désacidifie l'organisme en fait. Ok. Autre petites habitudes, comme je vous ai expliqué plus haut, ayez toujours sous la main des petits snacks sains, en fait. Des amandes ou autres noix oléagineuses, des œufs durs, des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de légumes, comment on appelle ça, le céleri branche, tout ça. Ça peut être très bien si vous avez une petite fringale en rentrant du boulot ou là l'après-midi. Vous pouvez aller taper dans ces choses-là. Évitez de faire les courses quand vous avez faim. Ça, c'est très important parce que sinon, on achète n'importe quoi. C'est du vécu. Lisez bien les étiquettes, comme je vous ai dit plus haut. Et si vous mangez au travail, essayez d'apporter votre lunchbox, quoi, de vous faire un repas équilibré qui vous correspond à emporter pour pas être tenté d'aller au fast-food ou des trucs comme ça. Je vais juste regarder un petit peu vos commentaires, voir si tout se passe toujours bien. Et je répondrai ensuite à vos questions. Ouais, je vais répondre à vos questions ensuite. On va se prendre un petit temps pour les questions. Je vais terminer juste comme ça, j'aurai à peu près fait le tour de tout. Quand vous mangez au restaurant, pour celles qui mangent au resto le midi ou qui mangent au resto régulièrement le week-end, qui aiment bien sortir comme moi, bon, c'est juste pour sortir et se faire plaisir, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, parce que le but c'est de se faire plaisir et de pas trop regarder ce qu'on mange. Si maintenant on est dans un objectif, comme ça m'est arrivé donc l'année dernière quand j'ai fait ma perte de gras, et que j'ai quand même été au resto. Donc j'avais un objectif que j'ai tenu même au resto et je vais vous expliquer comment on peut le tenir. Et pour celles aussi qui mangent au resto tous les jours dans le cadre de leur travail et donc qui veulent ne pas tous les jours manger des bêtises pour rester dans un objectif de santé ou de perte de poids ou que sais-je. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire des choix équilibrés au resto parce qu'on n'est pas chez soi, on n'a pas le contrôle sur la préparation, comment c'est fait tout ça. Mais il y a des petits réflexes simples à adopter. Donc vous allez privilégier les plats bruts et simples. Par exemple, vous pouvez vous prendre une viande et un poisson grillé avec un accompagnement de salade à côté. Vous pouvez le demander. C'est très tentant de prendre l'accompagnement de frites. Moi, je l'ai fait le week-end, la semaine dernière. J'avais un resto entrepreneur. Sandrine, si tu es là sur ce live ou si tu me regardes en replay, tu sais de quoi je parle. Je te souhaite d'ailleurs un très joli anniversaire aujourd'hui, parce que c'est ton anniversaire. Et moi, je me suis fait une magnifique basse-côte avec des patates sautées. Et voilà, j'étais très contente. J'avais pas envie de manger que de la salade et ça m'allait très bien. Je l'ai fait en pleine conscience. Mais voilà, si vous mangez tous les jours au resto, plutôt que de prendre des frites, demandez une salade et demandez à avoir peut-être juste un peu d'huile d'olive dessus et pas une sauce industrielle, par exemple. Donc ça, c'est les petits ajustements que vous pouvez demander. Évitez les trucs très transformés au resto comme les gratins, tous les plats vraiment en sauce, les burgers, ces trucs-là, voilà, tout ce qui est pané aussi, parce que c'est pas toujours fait maison et vous pouvez retrouver avec pas mal d'aliments industriels de mauvaise graisse. Donc très simple au resto, demandez un poisson grillé ou une viande grillée et avec une salade. Prenez pas des pâtes, hein, évidemment, les pâtes, moi je vous les conseille jamais, de toute façon c'est du gluten pur, avec un index glycémique très élevé. Et choisissez de l'eau ou une kombucha si vous avez la chance d'avoir un resto qui propose une kombucha. Un verre de vin, pourquoi pas. Mais ne prenez pas un jus de fruits ou ne prenez pas
un cocktail ou un truc où il va vraiment y avoir trop de sucre. Vous pouvez prendre aussi tout simplement une eau pétillante avec une rondelle de citron, ça peut être très sympa. Et au dessert, si possible, évitez de prendre un dessert. Voilà. Si c'est ça, c'est quand c'est tous les jours, hein, je veux dire tous les jours, voilà. Si tous les jours vous êtes au resto et que vous faites entrée, plat, dessert avec des trucs de malade, c'est forcément, ça va avoir un impact sur votre santé. Ok. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vous ai dévoilé ma vision de l'alimentation santé. J'ai été assez rapide. Je pense que vous aurez certainement pas mal de questions. Et maintenant, je vais faire le tour de vos questions, justement. Et si vous en avez encore par la suite, n'hésitez pas à même me demander en message privé. Je y répondrai avec plaisir. Alors, je vais faire un peu le tour de vos questions. En espérant que c'est mis à jour. Alors, comment filtrer l'eau du robinet, Valérie? L'eau du robinet, je te conseille de d'acheter un filtre de la marque Berkey, B-E-R-K-E-Y. Ça se fabrique aussi. Mon mari l'a fabriqué. On s'est économisé 150 € sur l'achat du filtre. Parce qu'en fait, ce sont 2 cuves en inox l'une sur l'autre. C'est un filtre par gravité. Et ensuite, il suffit juste d'acheter les filtres qui se placent dans les cuves. Et les filtres, ils durent c'est 2 ans, je crois. Pour nous, en tout cas pour notre consommation, parce qu'on est une famille de 4 personnes. Et ensuite, les filtres se nettoient aussi. Tu peux les changer, mais ils se nettoient. Et là, ça te filtre énormément de choses, dans les métaux lourds, dans le fluor. Enfin bref, c'est incroyable. Et nous, on voit vraiment la différence, notamment là, ces derniers temps où on a eu un printemps très pluvieux. Et on voit quand c'est très pluvieux, il y a des problèmes dans les stations d'épuration. C'est souvent là où il y a beaucoup de gastro, les périodes où c'est pluvieux. Parce que bon, voilà, les stations d'épuration, elles n'arrivent pas à tout filtrer. Et l'eau, on le sent, elle est extrêmement chlorée. Quand tu la fais couler, tu sens vraiment qu'elle sent la javel, quoi. Et en fait, quand tu la passes dans le filtre, c'est fini. Elle a plus du tout cette odeur, donc tu sens vraiment que c'est très, très, très efficace, quoi. Justine qui dit que tu bois de l'eau cristalline. Alors oui, malheureusement, l'eau en bouteille, dedans, tu as des résidus de plastique qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc, je ne recommande pas du tout l'eau en bouteille. Voilà, vraiment, achetez-vous un filtre Berkey. C'est un investissement, mais c'est un bel investissement santé et très, très important quand on souffre de troubles thyroïdiens, notamment. Comment filtres-tu l'eau du robinet? Donc, je viens de répondre. Quelle eau est recommandée en hypothyroïdie? De filtrer ton eau. Voilà, je n'ai que ça à recommander. Après, quand tu es à l'extérieur, privilégie plutôt les eaux stockées plutôt dans le verre. Si on devait privilégier quelque chose au niveau du stockage de l'eau, ça serait dans le verre. Alors, qu'est-ce que vous me dites d'autre? Vous mastiquez pour la plupart pas assez, hein, voilà. Donc, commencez à mastiquer, vous allez voir un immense impact positif sur votre santé. Laurence, que tu me demandes comment faire une étude génomique, le test d'ADN génomique. Il y a plusieurs labos qui le font. Donc ça se fait par des labos, mais pas en France. Ça coûte les moins chers que j'ai trouvé, 224 € le test. Fabienne, tu disais que le cétogène t'avait fait maigrir et que tes intestins n'aimaient pas de trop. Oui, c'est possible. Donc c'est vrai que peut-être pour toi, ce qui te correspondrait mieux, c'est une alimentation cétocarnivore. C'est-à-dire une alimentation pauvre en légumes et en fibres, en fait, qui peut être très bénéfique chez certaines personnes un certain temps, de manière à ce que les intestins retrouvent moins d'inflammation, en fait. Alors, Laurence, tu me dis que tu essaies l'alimentation IGBA, mais compliqué quand le conjoint est très bec sucré et réclame des pâtes non complètes un jour sur deux. Tu lui fais cuire ses pâtes et puis tu te fais autre chose. Voilà. Oui, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Ou alors, il se fait cuire ses pâtes. C'est une solution meilleure. Il se fait cuire ses pâtes et toi, tu te fais autre chose. Elisa, tu me demandes, l'alimentation carnée doit être suivie combien de temps? Juste pour rebondir d'abord sur Laurence, pour ton conjoint, et tu peux avec beaucoup de bienveillance lui dire que ça serait mieux pour lui, pour sa santé future, de commencer à manger moins de féculents. Parce que de toute façon, quand on arrive à un certain âge, naturellement, on commence à devenir résistant à l'insuline. On est programmé génétiquement pour commencer à avoir ces soucis-là. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont résistants à l'insuline à 40 ans, alors qu'avant, c'était 60, 70 ans. Voilà, parce que naturellement, on devient résistant à l'insuline. Donc, c'est bien si on l'est pas à 40 ans, parce que pour se retrouver
diabétiques, insulinodépendants à même pas 50 ans, c'est quand même vraiment dommage, je trouve. Ou sous metformine, qui flingue le foie par la suite, et on se retrouve ensuite avec une insuffisance hépatique. Trop de personnes le négligent, ça. Je vous le dis souvent en message privé, beaucoup de médecins donnent facilement de la metformine, comme ça, à des personnes qui ont été, qui ont eu voilà, des soucis de prédiabète, ou un début de diabète. Il y a d'autres solutions avant de prendre des médicaments. Il faut vraiment pas le prendre à la légère, parce que vous vous abîmez d'autres organes par la suite. Du coup, l'alimentation carnée doit être suivie de combien de temps? Ben, ça dépend. Au bout de combien de temps tu retrouves un confort intestinal, en fait. Il faut vraiment être suivi, quoi, pour ça. Faut pas tu peux tester toute seule, mais voilà, faut faire un suivi quand même pour voir et ensuite faire les ajustements. Valérie, les livres de Bérangère Philippon, oui, effectivement, sur ça, tout à fait. Je les ai jamais lus, cela dit, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Issam, tu me dis que tu veux balancer vers le keto. Si je pouvais te donner une liste des aliments à privilégier, on pourrait regarder ça ensemble, oui. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et une dernière question, qu'est-ce que je pense des filtres morceaux de charbon ou billes d'argile? C'est un bon compromis. C'est un bon compromis entre rien filtrer et acheter le Berquet qui est très cher. Seulement, il faut les changer régulièrement parce qu'après, au bout d'un moment, ils n'ont plus aucune utilité. Et du coup, ça revient quand même cher à la longue. Donc, voilà ce que j'en pense. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour ce live. Je vous remercie infiniment d'avoir été nombreuses à être présentes. Vraiment, c'était super. Vous avez eu des questions intéressantes. Surtout, vous n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, j'y répondrai avec plaisir. Soit vous les mettez dans les commentaires de nouveau et j'en prendrai note, soit vous pouvez m'écrire en message privé, me poser vos questions. Et je vous retrouve de nouveau en live la semaine prochaine, mercredi, même heure. Je ne sais pas encore le thème. Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas. Ah si, je vous dis n'importe quoi. C'est pour le live de la semaine qui suit que j'ai pas d'idée. Si, la semaine prochaine, je vous prépare un live spécial qu'est-ce que le stress et comment on le gère. Donc un live gestion du stress. Je sais que ça va en intéresser beaucoup d'entre vous parce que je pense que c'est quand même le fléau de cette société, cette époque, c'est le stress. Et c'est ça qui induit énormément de problèmes de santé. Donc, je vais faire un live autour du stress et je vais essayer d'être concise. J'ai beaucoup de mal parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je vais essayer de ne pas durer aussi longtemps qu'aujourd'hui. On verra, je me challenge. Bon, je vous remercie infiniment d'avoir été présente. Et donc, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.